Nous sommes en guerre. L'expression avait été employée, vous vous en rappelez, par le président de la République au sujet de la crise sanitaire. Eh bien, cette expression est valable tout à fait dans le domaine de la sécurité numérique, sujet qui nous réunit aujourd'hui. Usurpation d'identité, hameçonnage, pertes et vols de données, cyberattaques, terrorisme digital, dysfonctionnement préoccupant, tous ces thèmes un peu effrayants sont des thèmes de sécurité sociale. Nous avons intitulé ce webinaire « Pour une cybersécurité sociale », c'est un simple jeu de mots. Nous allons discuter de la place des organismes de sécurité sociale dans ce grand thème de la cybersécurité. Les organismes de sécurité sociale, qu'on appelle parfois O2S, OSS, ce n'est pas l'espion, mais c'est l'acronyme de nos organismes de sécurité sociale, sont aussi des opérateurs de services essentiels, des OSE. Et nous évoquerons ce que sont le contenu des obligations et nous évoquerons aussi ce que sont les menaces qui pèsent sur les services. Le thème de notre rencontre, plus précisément, ce sont les systèmes d'information de la sécurité sociale face aux menaces. Ce sont aussi les réponses institutionnelles et ce sont les perspectives. Pour ce faire, le N3S s'est rapproché des caisses nationales afin de produire pour la première fois un webinaire sur ce thème avec les responsables de la sécurité des systèmes d'information des branches. Alors, je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire et pour débuter et briser un peu la glace numérique, je vais vous proposer que nous passions par un nuage de mots. Alors, pour ce faire, je vais vous projeter, et ça va fonctionner, la petite slide qui va vous indiquer où pouvoir, si elle s'affiche, normalement elle s'affiche, vous allez pouvoir repérer les indications pour jouer au nuage de mots. Vous avez trois possibilités. La première, c'est de flasher le QR code, photographier le QR code. La deuxième, que je vais vous réindiquer dans le fil de discussion, vous permettra de passer par Internet. Ce sera peut-être le plus simple si vous n'avez pas votre téléphone portable. Autre option, avec votre téléphone portable, c'est de passer par le numéro de téléphone qui s'est inscrit. Ainsi, vous pourrez répondre à la question qui se pose, qui est la sécurité des systèmes d'information à la Sécu, à quoi pensez-vous? L'idée, c'est que vous nous donniez un mot, un bout de phrase, une remarque, et ceci va constituer un nuage de mots avec vos préoccupations. On pourra réagir en direct à ces préoccupations, ces idées, ces remarques, telles qu'elles peuvent s'afficher. Ensuite, nous passerons au contenu, donc très rapidement l'ambition, sachant que nous allons intervenir par petites séquences de dizaines de minutes, laissant le plus de temps possible aux questions et aux réponses que je me chargerai de poser aux intervenants. Alors maintenant que je vous ai raconté tout cela, sachant qu'aujourd'hui notre Teams n'est pas dans sa plus grande forme, a priori, vous devriez pouvoir commencer à voter. Par voter, l'expression, c'est que vous devez pouvoir commencer à signaler les mots que vous voulez bien insérer par le QR code ou par Internet. Alors, vous voyez que le terme « risque » au pluriel apparaît en gros. Plus les termes seront répétés, plus ils auront d'occurrence, plus ils prendront de la taille dans le nuage de mots. S'il y a des risques, c'est qu'il faut tenter de les prévenir, il faut tenter d'en traiter les conséquences. Phishing, j'avais dit hameçonnage au tout départ, c'est la même chose. Ransomware, oui, bien sûr, il y a des demandes de rançon, et pas que de rançon, il y a des demandes qui passent auprès de beaucoup de nos assurés sociaux, de nous tous, avec les logos de nos institutions, demandant nos RIB ou de payer telle ou telle supposée somme que nous devrions payer. Je vois une cible facile, on verra si la sécurité sociale est si facile en tant que cible. Je vois les obligations
obligation qui apparaît comme terme, obligation avec un S. C'est les obligations qui pèsent sur les organismes eux-mêmes pour protéger les données des ressortissants. On parlera de tout ça. Je vois que le terme sensibilisation apparaît en gros, et ce webinaire a parmi ses vocations celui de la sensibilisation, de contribuer à la sensibilisation de tous les agents, quelle que soit leur position dans les organismes. Bien évidemment, les dirigeants, les managers sont particulièrement concernés. Je vois que quelqu'un a écrit qu'il n'y avait pas d'anticipation sur ce dossier. On verra que le travail qui vous sera présenté là veut être une partie de la réponse à la préoccupation de la sensibilisation et de la préparation. Je vois en tout petit le mot « vol ». Il est tout petit parce qu'il n'y a que 3 lettres, mais évidemment, il désigne le problème du vol des données. Je vois le mot « complexe » aussi, qui vient d'être indiqué. Complexe, c'est une des caractéristiques de la protection sociale en général, c'est une des caractéristiques des systèmes d'information de la protection sociale en particulier. Je vois que les 4 lettres du RGPD, une lettre de plus que vol, apparaissent. Bien sûr, nous parlerons de l'empire du RGPD, sous lequel fonctionnent tous les systèmes d'information aujourd'hui. Je vois RSSI, dont au directeur duquel j'ai emprunté l'expression « nous sommes en guerre », d'ailleurs, ou plus précisément le terrain de guerre qui est devenu le cyber en général. On aura l'occasion d'en discuter. Je vois que fraude apparaît. Il est vrai que les vecteurs de la fraude peuvent être peut-être facilités ou à l'inverse mieux contrés par le développement de systèmes d'information puissants. Et vous notez qu'à l'instant, ce qui apparaît exactement au cœur du nuage de mots, c'est les 4 lettres du RGPD. Et si ça apparaît ainsi au cœur du nuage de mots, c'est parce que c'est le mot que vous avez le plus souvent cité. Et je vous propose que nous arrêtions là notre nuage de mots, sachant que le RGPD a été un peu repoussé pour être remplacé, vous le voyez là, par le terme qui est majeur dans ces affaires, celui de la responsabilité. Alors, après avoir fait ce petit nuage de mots qui, de fait, nous amène à voir ce que sont les thèmes qui vous intéressent, et ouf, tant mieux, ça correspond aux thèmes qui vont être traités. Je vous présente rapidement l'agenda de ce webinaire. Vous voyez que les différents intervenants sont bien des responsables, ils se présenteront rapidement de la sécurité des systèmes d'information des différentes caisses nationales, mais ce travail a été entrepris, ça vous sera présenté autour notamment du lab numérique de Lucans. Donc nous aurons un petit voyage jusqu'à 15h30 autour de cette cybersécurité sociale, ou plutôt de la cybersécurité de la sécurité sociale, en passant par les menaces qui pèsent sur les systèmes, en développant le sujet bien des règles et de l'organisation de la sécurité des systèmes d'information, en insistant sur les rôles et responsabilités du dirigeant. On va mettre des dirigeants parce qu'il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas qu'un seul grade hiérarchique très spécifique qui est concerné. Et enfin, on dira quelques mots de perspective. Sur la forme de ce webinaire, on a mis échange à la fin sur le programme, car nous prendrons un petit temps d'échange final avant 15h30, mais ce qui vous est proposé, c'est que nous ayons des interventions d'une dizaine de minutes et qu'au terme de chacune de ces dizaines de minutes, de présentation, nous ayons l'occasion de pouvoir discuter à partir des questions et de remarques que vous voudrez bien signaler sur le fil de discussion et que je répercuterai à nos intervenants. Voilà, pour l'introduction, je passe la parole alors à Malika Ziane qui va nous présenter la façon dont ce travail a été lancé du côté de Lucans. Oui, donc merci Julien. Donc tout le monde m'entend là, c'est bon? Je voulais juste. Oui, donc merci Julien. Donc oui, je tenais à rappeler pourquoi on avait élaboré ce webinaire avec mes collègues des autres branches et des autres régimes. Et j'espère qu'à l'issue de cette présentation, que nous avons le plaisir de vous présenter, on aura atteint nos objectifs.
Donc au départ, en fait, nous avons travaillé dans le cadre du Lab numérique, qui est une instance en fait qui a été créée au sein de l'UCANS, qui rassemble toutes les branches et la MSA et d'autres régimes, pour travailler sur la transformation numérique et partager en fait nos projets, nos méthodes pour bien sûr accompagner cette transformation numérique qui est déjà bien engagée au sein de la sécurité sociale. Alors pour ma part, moi j'ai animé un groupe de travail sur les outils collaboratifs, les outils collaboratifs qui sont aujourd'hui devenus incontournables et qui ont été complètement dopés par la crise sanitaire avec la généralisation du télétravail. Et donc ces outils collaboratifs, dans l'analyse et les études qu'on a faites, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques qui se posaient, et notamment des sujets de sécurité. Et le constat que l'on faisait, c'est que d'un côté, il y avait bien sûr les utilisateurs qui avaient une attente très très forte en matière d'utilisation de ces outils, et on voit bien qu'avec la crise sanitaire, on ne peut plus s'en passer. Et de l'autre côté, il y avait bien sûr le monde de la sécurité des systèmes d'information qui voyait son environnement s'alourdir de nouvelles réglementations, de menaces de sécurité informatique qui s'accroissaient et bien sûr d'exigences plus fortes qui pesaient sur les missions et activités des RSSI, des responsables sécurité et systèmes d'information. Alors pour favoriser justement l'usage des outils collaboratifs, il fallait bien faire quelque chose. Et c'est la sensibilisation, la démarche de sensibilisation. D'ailleurs, ça a été rappelé dans le nuage de mots qui est venu tout de suite. Alors, sensibilisation, quand on parle de sensibilisation, il y a pas mal de démarches qui sont aujourd'hui bien ancrées dans les organismes, qui s'adressent notamment aux utilisateurs et les appellent à avoir les bons comportements en matière de sécurité informatique. Mais là, il s'agissait plutôt de rappeler justement tout ce paysage de menaces, d'enjeux et de risques qui pèsent sur les managers, sur les chefs de projet, sur les agents de direction, enfin tout acteur qui a un lien avec le système d'information, avec l'environnement numérique qui est omniprésent aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi nous avons bâti ce programme, donc avec mes collègues RSSI des différentes branches, programme donc qui vise à rappeler et remettre en perspective l'ensemble des enjeux et donc à rappeler les menaces qui pèsent sur notre environnement sécurité sociale. Donc ce sera présenté par Arnaud Gorius, RSSI de la CNAF. Le paysage de la réglementation de la sécurité des systèmes d'information sera rappelé par Cathy Noiret, donc RSSI adjointe de la MSA. Et puis les rôles et responsabilités des dirigeants, des agents de direction et des RSSI seront rappelés par Denis Pasquale, RSSI de la CNAV. Et puis en conclusion, je participerai à cette conclusion avec Emmanuel Deboffle qui a travaillé avec moi, RSSI de la CNAM, s'il réussit à nous joindre d'ici là. Je vous souhaite un bon webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Julien. Oui, alors je peux reprendre la parole, sachant qu'on va passer immédiatement la parole, cette fois-ci à Arnaud Gorius de la CNAF, pour évoquer les menaces. Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas si tout le monde me voit, c'est bon? Oui, après, oui. Ok, parfait. Donc, je vous propose de partager. Alors, on laisse le partage qui est en cours, oui, ok. Ah oui, très bien. D'accord, très bien. Parfait. Alors, je vais vous présenter les menaces, ces trois volets essentiellement. Donc, le premier volet, c'est quelles sont les motivations des personnes malveillantes, des pirates. Alors, on a essentiellement d'abord l'appât du gain, le volet économique. Aujourd'hui, nous avons les organisations mafieuses qui rançonnent les entreprises. Donc là, il n'y a pas de mystère. Vous voyez dans la presse écrite ou autre toutes les informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que les retours sur investissement sont très élevés. En général, c'est 1000 fois la mise de départ. Donc c'est vraiment très alléchant. Les risques sont très très faibles comparés à leurs activités traditionnelles et je dirais ancestrales. Je peux donner un exemple un petit peu public. La société Garmin qui édite des solutions de GPS mais aussi de l'avionique
a versé 5 millions d'euros pour débloquer son système d'information. Alors, il ne faut jamais le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que quand on donne de l'argent aux pirates, ça leur permet, eux, de faire de la recherche et développement pour rendre leur piratage encore plus efficace. Je vais donner un exemple sur la branche famille, un exemple qui date d'il y a 2 ans. Nous avons la cave d'Auxerre qui a été victime d'un ransomware, le ransomware Loki, vous en avez peut-être entendu parler. Au niveau des impacts, ça a donné une très forte dégradation du système d'information pendant une durée de 19 heures. On a réussi à rétablir le système d'information au bout d'1 semaine, sachant qu'aujourd'hui, les systèmes d'information des CAF, la plupart des applications nationales ne sont plus en CAF. Donc, voilà, on peut imaginer qu'avant la réforme de 2015, ça aurait été plus compliqué. Alors, les autres menaces qu'on peut voir, ce sont des menaces de type étatique. Alors, étatique, géopolitique, déstabilisation des services d'État, guerre économique. Je vais faire très simple. Aujourd'hui, vous avez Donald Trump qui fait des sanctions, enfin, bon, il n'est plus président, hein, mais qui faisait des sanctions économiques sur la Chine. Et bam, les États-Unis prenaient une vague de ransomware, de piratage derrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le directeur de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, considère qu'il s'agit aujourd'hui d'un nouveau terrain de guerre économique, la guerre cyber. L'État met en œuvre un certain nombre de lois pour sécuriser au mieux les services vitaux. Vous en avez entendu parler, hein, opérateur OIV, hein, opérateur vital. Nous, dans la branche famille, nous sommes opérateurs essentiels, donc OSE. Il y a un certain nombre de règles, directives. Vous avez entendu parler de la directive Nice. C'est pareil. Ça fait partie des outils que met à disposition l'État pour l'ensemble des administrations, mais également des entreprises, pour essayer de se renforcer dans le domaine de la cyber. Et après, il y a les actes isolés dans les menaces pour nuire à l'entreprise. Anciens employés mécontents, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Des chercheurs en cybersécurité, peut-être pas toujours du bon côté. Et ce qu'on appelle des script kiddies, ce sont des personnes qui peuvent acheter des services sur le darknet, c'est-à-dire l'internet illégal. Et les services-là ne coûtent pas cher parce qu'avant, les services de rançongiciel, coûtaient généralement 5 000 à 6 000 euros, puis c'est descendu à 1 000 euros, puis 300, et aujourd'hui, pour 15 à 30 euros, vous savez ce qu'il faut. Donc, on va passer à la slide suivante, toujours sur les menaces, 2 sur 3. Pour évoquer quelles sont les menaces qui pèsent sur la sphère de la protection sociale. Donc, aujourd'hui, essentiellement, on considère que c'est le vol ou la fuite de données, ce qu'on appelle des données sensibles ou critiques. C'est les données des assurés, les données des allocataires. Donc, il va y avoir dedans les noms, prénoms, numéros de téléphone, les adresses, et les situations familiales, enfin, plein de choses qui vont intéresser les pirates. Pourquoi ils les prennent? Parce que déjà, ces données ont une valeur pécuniaire, ils peuvent les revendre sur le marché noir entre quelques centimes, 5 euros, parfois plusieurs centaines d'euros pour les données les plus intéressantes. Et les acheteurs, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont en faire de l'usurpation d'identité. Alors ça, c'est un véritable fléau parce que lorsqu'on en est victime, il est très difficile de s'en sortir. Je ne vais pas développer là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je pourrais y répondre un peu plus tard. Dans les autres menaces, nous avons aussi tout ce qui est concurrence. Ça ne va pas trop nous concerner, puisque nous ne sommes pas des sociétés commerciales. Et il y a l'intelligence économique. Alors là, par contre, ça peut avoir un impact sur l'interbranche, la branche sociale, parce que la récupération de relevés de carrière ou de prestations peuvent être revendues à des sociétés commerciales cette fois-ci, pour des assurances privées, par exemple, pour faire de la complémentaire, du recouvrement, voilà, un certain nombre de choses. Il y a un autre aspect qui est important, c'est la dégradation de l'image de marque et de la confiance numérique. C'est vraiment l'aspect image et réputation, et ça c'est très intéressant parce qu'on dit qu'il faut des années pour construire une réputation et très peu de temps pour la détruire, et c'est vrai. Vous voyez aujourd'hui le pouvoir
qu'ont les réseaux sociaux. J'ai pu le constater sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a eu une fausse alerte d'un allocataire, également développeur, qui s'est étonné sur le CAF.fr quand il s'est connecté sur mon compte d'avoir un petit changement dans la barre d'adresse, ce qui est tout à fait normal puisque c'est ce que nous avions prévu et c'est le mode de fonctionnement nominal. Mais il est passé en mode très paranoïaque et tout de suite il a mis un post sur LinkedIn et ça a foisonné. Il y a eu beaucoup de réactions pour rien parce que en fait, nous n'avions pas de soucis, mais c'est un feu qu'on a dû éteindre assez rapidement. Alors, sur l'image et la réputation, souvent il y a une volonté de nuire. On le voit dans les campagnes de phishing, les usurpations des organismes ou des partenaires sociaux ou on va dire des différentes branches du gouvernement pour, je sais pas, moi, on a pu voir des campagnes de phishing sur les impôts qui voudraient rembourser des trop perçus. Bon, ce ne sont que des manières d'utiliser des marques, on va dire, pour nuire à la crédibilité et à la confiance de l'utilisateur et le faire qu'il tombe dans le panneau. En dernier, nous avons la dégradation de service. Alors, dégradation de service, ça peut prendre différentes formes. On peut avoir des attaques DDoS, nous en avons par exemple régulièrement, sur le CAF.fr par exemple. Bon, ça peut avoir un impact sur les prestations, les allocations, le dysfonctionnement de services opérateurs. Il faut savoir que ces attaques-là peuvent être assez importantes et qu'il faut mettre en œuvre des moyens de s'en protéger. Alors, je vais passer à la dernière slide sur les menaces. Au niveau des impacts potentiels engendrés par ces menaces, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, pour nos activités, pour nos branches, des impacts économiques et sociaux. Parce que au niveau de la vie de l'entreprise, de l'organisme, il peut y avoir des problématiques de conflits sociaux, de licenciements. Alors, on ne va pas se mentir. Bien sûr qu'il y a une politique de protection, mais on a pu constater dans les entreprises qui se sont fait avoir par des ransomware très violents qu'il y a eu des licenciements après. Des licenciements de personnel en charge ou de la sécurité ou de la direction de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a considéré, et ça Cathy en parlera plus tard, je pense, dans la partie réglementation, dans les slides suivantes, qu'ils ont failli à leur devoir. Il y a également des impacts médiatiques. J'ai parlé de l'atteinte à l'image et à la réputation, donc je ne vais pas revenir dessus. Et des impacts financiers, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les autorités de régulation commencent à mettre des amendes pour manquement, enfin des sanctions financières, pour manquement à la réglementation, manquement à la protection des données. Donc je vais terminer là et je vais rendre la main. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répondra en fin de séance. Je vous remercie. Ah non, on ne va pas répondre à la séance, on va même répondre à certaines des questions. Pas de problème, donc je suis prêt à les prendre. Ah bah c'est très bien, on a préparé ça pour ça. Une question sur le contenu de la directive Nice, puisque vous l'évoquez, dans le mot, vous disiez que tout le monde connaissait, mais j'ai une petite remarque avec Nice, avec un point d'interrogation. Oui, Network Information Security. Donc, il y a beaucoup de réglementation qui est faite par les anglo-saxons parce qu'ils sont très forts là-dessus. Alors, cette réglementation, elle va dire quoi? Elle va donner un ensemble de mesures qui sont, on va dire, des bonnes pratiques de sécurité à mettre en œuvre. Elle concerne notamment les mots de passe, elle concerne également tout ce qui est sur la segmentation du réseau pour éviter que des pirates qui arrivent à rentrer, par exemple, dans un système d'information RH puissent rebondir sur le système d'information de production. On va avoir dedans effectivement des bonnes pratiques, des normes à mettre en place par rapport à la protection ou des données personnelles ou des comptes à privilèges, un certain nombre de choses. Il y aura également tout un chapitre sur les indicateurs de sécurité et ça me semble intéressant d'en parler également parce que je ne pense pas qu'on puisse faire aujourd'hui de la sécurité des systèmes d'information sans piloter sa sécurité.
L'idée des indicateurs, c'est donner à la direction, à la DSI, à la direction générale, des indicateurs qui peuvent être parfois macro ou semestriels sur le niveau de sécurité de son organisme et les plans d'action qui sont enclenchés. Donc ça me semble intéressant. Et pour terminer sur la partie NIS et OSE, donc les organismes ayant été nommés opérateurs de services essentiels, OSE, sont priés de se conformer à cette norme sous peine d'avoir des amendes qui peuvent s'élever rapidement à 200 000 € en cas de non-conformité, de travaux qui n'ont pas commencé. Voilà, donc je pense que faire de la sécurité en étant un peu contraint par la réglementation, c'est une bonne chose, parce qu'on n'y va pas toujours naturellement. Donc autant s'appuyer sur ces normes et ces bonnes pratiques qui sont partagées par tous en plus. Ça, c'est intéressant. Autre question, je la lis. Dans la sphère sociale, certaines mutuelles, entre guillemets, ou assurances, entre guillemets, se font passer pour des services sécu. Je dirais même qu'il n'y a pas que des mutuelles ou des assurances qui font ça. Comment faire comprendre à nos publics qu'il s'agit bien de fraude, de pratiques illégales? J'imagine que c'est par public, par exemple. En 3 mots, sensibilisation, sensibilisation et sensibilisation. Alors, je tiens à insister sur cet aspect-là, parce qu'en tant que RSSI, depuis un long moment maintenant, je travaille main dans la main avec les services de communication des organismes avec qui je travaille, parce que je pense qu'il est utile que cette relation soit fructueuse, parce que les services de communication ont l'habitude de mettre en œuvre les messages d'entreprise ou d'organismes, et ils peuvent nous aider effectivement à faire cette sensibilisation tant sécurité que métier finalement. D'accord. Alors sur l'usurpation d'identité, vous avez dit que c'était un fléau. Donc, que peut faire la Sécu en matière d'usurpation d'identité? Encore une fois, de la sensibilisation, c'est très important. La sensibilisation, c'est ça? C'est la base. C'est ce que j'appelle le SMIC de la Sécu. Après, pour le détail des actions supplémentaires à engager, là, ça reste à voir essentiellement avec les services experts métiers dans les organismes qui, je pense, seront le plus à même de donner des bonnes idées pour traiter ces sujets-là. Mais la question est intéressante parce que elle fait remonter l'idée qu'il doit y avoir plus de dialogue entre les organismes et puis les bénéficiaires ou allocataires de ces prestations pour aider à détecter effectivement la fraude finalement. D'accord. Et j'avais une dernière question, mais peut-être de faire la transition avec Cathy, c'est que fait la DSS, point d'interrogation? Alors la DSS nous aide déjà en chapeautant un certain nombre de sujets qui sont portés par chacune des branches famille. Et puis, elle nous permet également, en ayant connaissance, en ayant une vue, on va dire, tour de contrôle de ces sujets-là, de pouvoir aller chercher qui des ressources, qui de la prestation éventuellement, enfin, tout ce qu'il faut pour nous aider, nous accompagner dans nos missions régaliennes. Nous sommes au service de l'État, nous sommes au service de nos bénéficiaires et nos allocataires. Et à ce titre-là, la DSS a une bonne position, une bonne vue en mode tour de contrôle pour nous aider et pouvoir, on va dire, sur certains sujets, faire des sujets conjoints et pouvoir débloquer des crédits pour avancer sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas réussi à faire tout seul, chacun dans nos branches. D'accord. Merci beaucoup pour ces menaces. Un petit mot là sur tous nos intervenants. L'un ou l'une a son micro ouvert et puis balade quelque chose sur son ordinateur, donc ça fait du bruit. Donc, ce que je propose, c'est que ne puisse avoir son micro ouvert que celui ou celle qui s'exprime, et c'est d'ailleurs maintenant à celle qui va s'exprimer, Cathy Noiret de la MSA, de traiter de la réglementation et de l'organisation de la sécurité des systèmes d'information. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais faire un panorama des différentes réglementations. Alors, on a vu dans le nuage de mots que certaines sont apparues, notamment la bien connue réglementation générale sur la protection des données. Et on va voir qu'il en existe bien d'autres et qui se multiplient. En fait, ce sont les autorités, que ce soit au niveau européen ou au niveau
national qui définit ces réglementations et qui impose finalement aux organismes un cadre pour mettre en œuvre la sécurité. Ces réglementations, elles se multiplient de plus en plus. Et donc, on sent une vraie volonté de la part des autorités de mettre sous contrôle les aspects sécurité, que ce soit par la mise en place des mesures ou aussi la partie suivi des incidents de sécurité. Donc, les objectifs de toutes ces réglementations, l'objectif, en fait, il est commun, c'est bien renforcer la sécurité. Et donc, il se décline en sous-objectifs qu'on peut regrouper qui regroupe chacun plusieurs lois et réglementations. Donc, le premier, dans lequel apparaît justement le RGPD, qui est bien connu puisqu'en fait, la législation existe depuis 1978 avec la loi informatique et liberté qui encadre tout ça et qui a évolué récemment, donc sur ces 3 dernières années, avec le RGPD qui consiste maintenant en une responsabilisation des organismes. Donc sur le plan sécurité, les organismes sont chargés de mettre en œuvre la sécurité des données dès la conception. C'est ce qu'on appelle le security by design. Donc ça veut dire dès qu'on va développer un téléservice, on doit prendre en compte la sécurité dès sa conception. Et il y a aussi toute la partie signalement à la CNIL d'une violation de données personnelles. Donc une violation de données personnelles, c'est dans le cas où une donnée personnelle est détruite, perdue ou a été altérée ou divulguée. Ensuite, on a le second groupe qui, lui, concerne toute la partie des domaines qui sont applicables à nos secteurs d'activité. Donc, on a le secteur social, bien sûr, en premier lieu, et puis tout le secteur santé. Sur la partie secteur social, donc il y a le ministère des Solidarités et de la Santé qui porte une politique de sécurité des systèmes d'information que chaque organisme se doit d'appliquer et de décliner en interne. Donc cette politique, elle intègre d'abord une partie sur l'organisation de la sécurité, que ce soit au niveau du ministère et ensuite à décliner dans les organismes. Donc on verra après les grands principes de cette partie organisation. Et ensuite tout un lot de règles qui couvre les différents domaines d'une politique classique, que ce soit la partie ressources humaines, sur la partie gestion des traitements des incidents de sécurité et également toute la partie sécurité de l'exploitation. Pour le domaine santé, donc de l'agence qui est portée par l'Agence du numérique en santé, qui elle donc porte sa politique sécurité des systèmes d'information santé et qui rassemble notamment tout un référentiel d'exigences spécifiques au secteur santé. Et également sur la partie santé, on retrouve la réglementation sur l'hébergement de données de santé, qu'on appelle HDS, et qui consiste à ce que tout organisme qui héberge des données de santé pour un compte de tiers soit certifié. Enfin, on a le décret contrôle interne qui lui exige la mise en œuvre d'un plan de sécurité propre dans chaque organisme. Ensuite, on a le troisième groupe, donc, dont Arnaud a rapidement parlé, donc qui vise les opérateurs qui fournissent un ou plusieurs services essentiels, donc services essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société. Donc on parle de OSE, et donc qui a pour origine effectivement la directive Nice au niveau européen. Donc les organismes, Arnaud le disait, sont identifiés en fait par l'ANSSI et sont désignés par lettre. Donc pour les premiers organismes de la sphère sociale qui ont été désignés, eux, en septembre 2019. Donc les obligations, une fois que l'organisme est désigné, quelles sont-elles? Mais la première, c'est d'identifier justement son ou ses services essentiels. Et pour ces services essentiels, réaliser une analyse de risque. Ensuite, suite à la réalisation de cette analyse, appliquer sur ces systèmes 23 règles de sécurité, dont Arnaud en a cité quelques-unes tout à l'heure, qui est un socle commun de sécurité. Et puis, on est toujours dans le fait de remonter aux autorités les incidents de sécurité, puisque l'ANSSI nous demande de déclarer tout incident de sécurité qui pourrait avoir un impact significatif sur la continuité de ces services essentiels qu'on fournit. Et puis, bien sûr, il y a le fait d'être soumis à contrôle de sécurité, puisque les autorités veulent s'assurer que
voilà, qu'on respecte bien les réglementations et qu'on a le bon niveau de sécurité. Le 4e groupe, lui, il a pour objectif de promouvoir un espace de confiance pour les services en ligne, que ce soit avec les usagers ou entre les organismes. Donc, il y a 2 réglementations majeures sur ce groupe. C'est la première qui est le référentiel général de sécurité, ou le RGS, qui s'applique à toutes les autorités administratives. Elle, en fait, l'organisme, ici, il est responsable d'attester du bon niveau de sécurité de son système d'information avant une mise en production. Donc, par exemple, quand on va développer un téléservice, il faut mener une analyse sécurité et faire valider à l'autorité d'homologation que le service est homologué et on l'affiche auprès de l'usager. C'est ce qu'on appelle la démarche d'homologation. Le RGS propose également des règles et bonnes pratiques concernant toute la partie certification, horodatage et audit. Et donc, on a également la réglementation EDAS, qui est le cadre européen pour tout ce qui est la partie identification électronique et les services de confiance. Petite question, Cathy. Quand Oui. on voit toutes ces réglementations, est-ce que la PSSI ou les marges de manœuvre des RSSI aujourd'hui ne devient plus qu'une application réglementaire de la sécurité? Alors oui, il y a un cadre, effectivement, avec des règles. Malgré tout, on retrouve dans plusieurs, au moins dans 3 de ces réglementations, le fait que le niveau de sécurité, il doit être adapté au contexte. Et donc pour cela, il prône une approche par les risques et donc l'analyse de risque. Donc je vais passer à la partie qui est vraiment plus organisationnelle. Donc pour répondre à tous ces enjeux et être conforme aux réglementations, les organismes doivent mettre en place une organisation spécifique. Cette organisation va reposer sur plusieurs acteurs à tout niveau. En premier, on trouve l'autorité qualifiée en sécurité, ou AQSSI. Cette autorité, elle est désignée par arrêté, et c'est l'autorité qui est juridiquement responsable de la mise en œuvre de la sécurité. Et il faut savoir que sa responsabilité ne peut être déléguée. Donc, c'est vraiment lui qui est responsable pénalement. C'est généralement quelqu'un qui est haut placé dans les organismes. Dans la plupart des cas, c'est le directeur général de l'organisme. Ensuite, on a l'autorité d'homologation, qui, dans le cadre du référentiel général de sécurité dont je parlais, va attester formellement que les différents systèmes d'information sont protégés conformément aux enjeux de sécurité du contexte. On a bien sûr le RSSI, qui est le responsable sécurité des systèmes d'information. Il est mandaté en fait par l'autorité qualifiée pour définir et veiller à la bonne réalisation de la politique de sécurité. Le RSSI, du coup, pour mener à bien sa mission, il va travailler en lien étroit avec plusieurs acteurs. Le DPO, qui est le délégué à la protection des données, qui est en charge de la mise en conformité du RGPD. Le RSSI va également travailler avec la direction en charge du contrôle interne et de la maîtrise des risques. Et avec le directeur comptable et financier. Enfin, bien sûr, chaque acteur d'un organisme, à son niveau et dans son équipe, a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la sécurité opérationnelle. Donc, ces acteurs, ils sont organisés autour de 3 chaînes organisationnelles qui sont portées par notre ministère. La première, c'est la chaîne décisionnelle, qui est bien sûr composée de l'autorité qualifiée, parce qu'il est sponsor et qui doit impulser la politique de sécurité dans l'organisme. Et également composée de l'autorité d'homologation. Cette chaîne, elle décide de l'organisation de la sécurité, des mesures de protection qui doivent être mises en œuvre et bien sûr des moyens associés qui sont attribués pour la mise en œuvre. Pour assurer sa mission, cette chaîne, elle va s'appuyer sur la chaîne fonctionnelle. Donc, dans la chaîne fonctionnelle, on va retrouver l'autorité qualifiée, le RSSI, donc le responsable sécurité des systèmes d'information,
et les maîtrises d'ouvrage. Donc cette chaîne, elle va faire appliquer les mesures donc, qui ont été décidées par la chaîne décisionnelle, c'est-à-dire en fait concrètement mettre en œuvre la politique de sécurité. Cette chaîne, en fait, elle a un rôle de conseil et on va ici retrouver l'approche par les risques. Donc elle va vraiment mener des analyses de risques, des évaluations des risques. Et donc dans l'objectif d'assurer une sécurité au bon niveau. Et enfin, la troisième et dernière, c'est la chaîne de sécurité opérationnelle, qui, elle, est en charge de la gestion des incidents de sécurité. Elle est constituée du RSSI, qui, par délégation de l'autorité qualifiée, est pilote en cas d'incident ou de gestion de crise et pourra prendre ainsi toutes les mesures pour limiter l'étendue ou les impacts en cas d'incident. Et travaillera bien sûr en lien avec les directions informatiques et les maîtrises d'œuvre pour traiter l'incident. Donc chaque organisme ensuite, pour respecter cette organisation, met en place, a mis en place, il les fait évoluer, des instances, que ce soit au niveau national ou au niveau local, pour animer ces trois chaînes. Voilà pour la partie organisationnelle et acteurs. Bien, merci beaucoup Cathy. Il y a une question qui est arrivée sur la MSA, c'est normal, puisqu'on a vu que vous étiez à la MSA. C'est la MSA en tant que guichet unique, est-elle plus attaquée que les autres branches, enfin les autres régimes d'ailleurs? Alors la MSA, on est des retours de nos échanges inter-régimes, je dirais pas qu'on est plus attaqué parce que effectivement on pourra avoir plus de le fait qu'on soit guichet unique. Quelque part, on est également plus caché, on est moins exposé que les quatre principaux. Donc bon, je dirais pied d'égalité. D'accord, pied d'égalité. Il y a une question sur les opérateurs de services essentiels, une question de précision. C'est est-ce qu'il s'agit de la sécurité sociale en général, de chacune des branches, ou bien de chacun des organismes locaux? Alors, c'est un organisme qui est désigné organisme opérateur de services essentiels. Et donc, ça sera par exemple au niveau de la CNAF ou au niveau de la CNAM, et pas au niveau des caisses. D'accord. Je crois que c'était ça la question qui était posée. Enfin, il y avait une question qui était pour vous ou bien pour Arnaud, qui était sur France Connect. Est-ce que France Connect est efficace en général ou est-ce que France Connect est la voie à suivre pour lutter contre les usurpations d'identité? Peut-être Arnaud et puis vous, Cathy. Alors, France Connect, l'utilisation, c'est une bonne idée. C'est nécessaire, mais non suffisant, malgré tout. Il faut s'appuyer sur ce que propose France Connect. Je trouve que c'est une bonne initiative, peut-être pas encore suffisamment banalisée ou généralisée. Après, ça n'empêchera pas des pirates qui sont un petit peu fins de faire de l'usurpation d'identité. Mais ça permet de réduire le risque. C'est une bonne mesure de réduction du risque déjà. D'accord. Cathy, vous êtes d'accord? Pour compléter ce que dit Arnaud, donc France Connect se base sur la réglementation EDAS, qui est vraiment le cadre par rapport alors notamment sur la partie du coup fournisseur d'identité, et fournit 3 niveaux d'identification, authentification, simple, substantielle et élevée. Et donc, 3 niveaux de sécurité, sachant qu'aujourd'hui, tous les fournisseurs d'identité sont encore de niveau faible. Voilà. Ce que je voulais dire en disant que c'était nécessaire et pas suffisant, c'est que quand on voit aujourd'hui les mécaniques des attaques par phishing, ce sont les utilisateurs, les agents, qui donnent de leur plein gré leur login mot de passe aux pirates en tombant dans le panneau. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention et mettre en place notamment de l'authentification multifacteur qui permet de casser cette chaîne de liaison, de transmission qui existe quand il n'y a que du mot de passe simple. Parce que là, le pirate il peut avoir rapidement les crédentiels de connexion. Alors que une authentification multifacteur, si c'est quelque chose que vous possédez, le pirate ne la possédera pas. Donc, on va casser cette chaîne de liaison et ça permettra de briser l'attaque.
Alors, le webinaire prend, parce qu'on commence à avoir pas mal de questions, on fera des réponses peut-être un peu plus rapides, mais tout aussi précises. En quoi l'interopérabilité des données entre les caisses influe sur la sécurité informatique des caisses? Cathy, c'est pour vous, là. Allez, je prends alors, hein. Alors effectivement, on a de plus en plus d'interconnexions de nos systèmes d'information, de nos référentiels. Et donc, on travaille en interrégime. Ça fait partie du processus sur la partie RGS notamment, mais on retrouve également côté RGPD, de toute la partie analyse de risque commune et homologation pour arriver à trouver le bon niveau de sécurité. Un peu toujours sur le même registre, une question nous vient de la Caisse nationale des barreaux, avec ce dilemme entre le fait de vouloir sécuriser toujours davantage, par exemple avec des numéros d'identification dédiés, et de l'autre, la nécessité de pouvoir croiser tous les fichiers et de simplifier l'offre de services. Avec un exemple, le NIR, ce serait un plus pour la transparence en termes de fraude, c'est certain, mais en même temps, c'est un risque car son usage commun permettrait d'être employé immédiatement dans tous les systèmes. Donc, comment concilier les barrages, les pare-feux que met en place chacun des services publics et le nécessaire croisement des données? Alors, je ne sais pas s'il y a un des autres participants qui veut répondre. Hein. Je peux donner quelques éléments de réponse, mais j'ai pas tout. Hein. C'est effectivement un gros chantier qui aujourd'hui commence à être adressé, puisque on peut avoir un certain nombre de réunions prévues dans les prochains temps sur ces sujets-là. C'est pas une question qui est facile à répondre, effectivement. Puisque la sécurité informatique, c'est toujours une histoire de curseur. Ce qu'on doit faire, il ne faut pas oublier qu'on est au service du métier, on est là pour sécuriser le métier, pas pour le bloquer. Donc voilà, cette histoire de curseur, elle est vraiment à définir ensemble avec le métier, à trouver des solutions. Je pense qu'au niveau des technologies, il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui émergent ou dont on commence à parler. On a des initiatives également interbranches ou intergouvernementales sur la mise à disposition, ce que j'appellerais de données de référence, parce qu'on parle de ça, hein, des données de référence des Français et de leur nécessaire protection. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet, mais les grandes mesures classiques de sécurité, elles sont à appliquer dans ces cas-là. Des analyses de risque au préalable, une analyse des enjeux, pouvoir identifier la personne, l'utilisateur ou la donnée finement, la protéger essentiellement par du chiffrement. Hein. Voilà, donc après ça va dépendre bien sûr des besoins métiers, mais je pense que les solutions techniques existent, ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre. Hein. Dès qu'on va vouloir travailler sur les données, il faudra travailler sur les jeux de données, la manière dont on peut les anonymiser, les data masquer, enfin, voilà, comment on travaille sur ces données tout en les protégeant, en assurant un service au métier et une garantie aux clients, à la fois interne par les entreprises et interne par les allocataires, les bénéficiaires, les Français. Voilà. Alors, une question en lien avec une partie de l'exposé de Cathy. On a beaucoup entendu parler de RGPD. Tout le monde a beaucoup entendu parler de RGPD. Et donc, Xavier signale, on voit bien l'articulation France-Europe, CNIL, RGPD, et quid de la réglementation internationale hors Europe? Alors, c'est vrai qu'effectivement, il faut prendre en compte les réglementations hors Europe, hein, notamment lorsqu'on fait appel à des services SaaS ou IaaS qui hébergent hors Europe. Hein. Donc là-dessus, voilà, il faut vraiment analyser tout ça et le prendre en considération dans les analyses, comme le Cloud Act, tout ce type de choses.
Alors, sur justement l'analyse des risques, les référentiels, l'évaluation et la qualité donnée à des bonnes pratiques, la preuve de la qualité de bonnes pratiques, il y a plusieurs questions. Donc, je vais tenter de les synthétiser en plusieurs interrogations auxquelles autant Denis Pascual de la CNAV ou Marc Dezande de l'ACOS, qui doit nous quitter à 15 heures, donc, qui peut répondre, surtout qu'en plus de ça, comme il savait que nous allions dire que nous étions en guerre, il a un casque qu'il peut mettre sur la tête s'il veut, un casque de guerre, s'il veut incarner les combats que nous menons. Mais bon, les questions qui sont posées, c'est qui analyse les risques, est-ce que c'est la sécurité sociale dans son ensemble? Est-ce que c'est les branches? Est-ce que c'est chacun des organismes? Les référentiels que vous évoquez est-il commun à tous les organismes? Comment fonctionnent les contrôles? Voilà une batterie d'interrogations sur, puisqu'il y a de la réglementation et de l'organisation, comment concrètement se vit, se matérialise la mise en œuvre de ces réglementations. Oui, alors. Et de la cause, allez. Oui, allons-y, allons-y. Pour répondre à votre question, enfin vos questions, en effet aujourd'hui, alors l'analyse de risque va être menée par chaque organisme qui est en charge du traitement, hein, donc de l'application. Cette analyse de risque, elle peut être basée sur différentes méthodes. Hein. Là-dessus, la réglementation n'est pas sévère, on ne nous impose pas une méthode par rapport à une autre. Et on va avoir aussi de l'analyse de risque qui va se faire en interbranche ou avec des partenaires. Hein, par exemple, nous, recouvrement, nous travaillons actuellement avec la DGFiP et puis les douanes sur le portail commun du recouvrement. Ce portail commun du recouvrement donc, a 3 copropriétaires et l'analyse de risque, elle doit se faire avec ces 3 partenaires. Voilà. Donc, tout va dépendre de l'application, du système d'information que l'on doit homologuer hein, d'un point de vue sécurité. Ça a été rappelé, précisé par Cathy, cette homologation, et dans lequel on a cette analyse de risque à faire. Et de la même manière, hein, sur la partie audit, il y a plusieurs typologies d'audit hein, qui peuvent être réalisées. Et là aussi, on a de la liberté hein, pour choisir en fonction de l'application, du contexte, quel est le type d'audit qui serait le plus approprié. Alors, si on fait le tour des branches, allons vers la retraite. Denis Pascual. Oui, alors en complément de mes camarades là, je dirais que la question est intéressante parce qu'on a fonctionné jusqu'à cet été dans un certain mode avec les États-Unis, hein, pour ne pas les citer, notamment au regard du RGPD, avec un certain nombre d'accords qui étaient établis et qui nous permettaient d'avoir certaines assurances sur la protection des données à caractère personnel. Et comme vous l'avez peut-être entendu en juillet hein, de mémoire, le Privacy Shield, donc l'accord européen États-Unis qui a été établi sur la protection des données, a été dénoncé par la communauté européenne. Et donc ça redistribue un peu les cartes. Hein. Ça fait que nos DPO, qui sont vigilants, présents sur le terrain, nous interpellent et ont des positions qui ont évolué sur le sujet en disant attention, on n'est plus comme avant dans le partage de données ou dans le dépôt de données dans tout l'univers cloudifié, puisque comme vous le savez, cet univers cloudifié est très largement aujourd'hui, sur le périmètre européen, sous contrôle américain. Voilà, donc ce sont des questions très intéressantes et pour lesquelles, de manière très géopolitique, amènent un certain nombre de questions. Pour synthétiser ce que disent Marc et Denis, on pourrait parler des difficultés de la copropriété, parce que vous évoquiez ça, Marc, des nuages. Vous évoquiez ça, Denis. La copropriété des nuages, c'est compliqué. Alors, c'est le sujet de droit civil majeur. Cathy, vous, du côté MSA et plus généralement du côté de l'expertise dont vous avez bien voulu nous synthétiser la substance, quand on parle de référentiel, est-ce qu'il est vraiment commun à tous les organismes? L'analyse des risques, qui la réalise pratiquement? Aussi les interrogations qui travaillent. Alors, oui, tout le référentiel ne va pas forcément être applicable à tous. Hein. Par exemple, sur toute la partie santé, ça ne va pas concerner ceux qui n'hébergent pas ou ne traitent pas de données de santé. Donc voilà, tout le reste, par contre, est applicable à tout le monde hein, et OSE en fonction des organismes désignés, bien sûr.
Et après, voilà, chaque organisme aujourd'hui maintient son référentiel, le suit à son niveau. Après, on partage largement entre nous sur leur compréhension, comment les décliner, parce qu'on a énormément de problématiques et de points communs. D'accord. Je vais profiter de la présence de Marc, parce qu'il nous quitte dans 2 minutes, pour savoir ce que sont les spécificités URSAF en la matière. En matière générale de cybersécurité, hein, pas seulement sur le thème qui nous occupe. Je ne pense pas qu'il y ait forcément de spécificité. La particularité qui est la nôtre, c'est évidemment de gérer un flux financier qui est extrêmement important, hein, puisque le recouvrement, c'est, vous le savez, hein, c'est plus de 500 milliards d'euros, mais le flux financier, ce qui rentre, ce qui sort, c'est 2000 milliards d'euros. Voilà. Donc, c'est quand même énorme, forcément. Donc, ça, c'est évidemment une spécificité, puisque dans les risques qui ont été évoqués au tout début, hein, les différentes menaces évoquées par Arnaud, la première, c'est au niveau financier économique. Et ce qui va déjà intéresser un potentiel attaquant, c'est l'appât du gain. Donc, évidemment, l'argent dont on parle n'est pas dans notre poche. Toutefois, venir menacer le fonctionnement du recouvrement, c'est aussi avoir potentiellement une potentielle rançon, en tous les cas, qui soit très importante pour pouvoir donner la clé qui permettra, par exemple, de résoudre le problème du ransomware qui se sera déployé sur le système d'information et permettre de remettre en place la disponibilité. Voilà. Donc aujourd'hui, notre spécificité, c'est évidemment notre mission principale et c'est pour cela que nous sommes opérateurs de services essentiels. Parfait. Ce que je vous propose maintenant, merci Marc, c'est de passer la parole à Denis pour évoquer rôle et responsabilité du dirigeant sur ces sujets du jour, ces sujets de sécurité informatique. Voilà, Denis, j'arrive même à pouvoir projeter votre partie de PowerPoint, donc l'informatique est correcte. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, bon, moi, j'ai aussi une contrainte à 15 heures. Ah. Je vais vous le faire quand même en accéléré. On va prendre le temps de poser bien les responsabilités des dirigeants, hein, comme Julien nous l'a rappelé en début de séance, et pas du dirigeant, parce que tous les dirigeants sont concernés. Ces responsabilités, on peut les caractériser en 3 axes. Donc, sur la suite de la présentation, ce qui relève de la sanction auquel s'expose l'organisation, les enjeux métiers et les risques pour le dirigeant à titre personnel. Donc, les sanctions auxquelles s'expose l'organisation, on va dire que c'est essentiellement des sanctions relatives à la non-conformité. On a 2 cas de figure qui ont été exposés. On a le cas de figure RGPD et on a le cas de figure de la non-conformité à la réglementation NIS, Network Information Security, ou plus précisément la réglementation OSE, opérateur de services essentiels, qui est la déclinaison française de cette directive européenne. Et vous voyez, l'approche économique ou l'approche ou l'impact de la sanction n'est pas du même ordre. 4% pour la partie RGPD et puis 200 kg € pour la partie OSE. 4%, donc ça peut s'élever à 20 millions d'euros pour la partie RGPD. Et effectivement, l'approche n'est pas la même vue de la CNIL et vue de l'ANSSI qui porte cette réglementation OSE. La CNIL est dans la sanction et dans la conformité et la sanction. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas la règle, la sanction est lourde. Et je vous donne quelques exemples dans quelques secondes. Côté ANSSI, pour la réglementation OSE, l'approche est plutôt pédagogique, d'accompagnement dans la mise en œuvre des exigences de sécurité. L'objectif de l'ANSSI, c'est d'avoir des opérateurs qui sont à bon niveau de sécurité, plutôt que la sanction économique. Côté RGPD, je vous ai rajouté un lien ici, la CNIL FR, que j'aime bien les fréquenter parce qu'on y découvre toujours des choses intéressantes. Donc, bien évidemment, en ligne de mire, où les principaux sanctions posées du point de vue des volumes financiers généralement finissent autour des GAFAM. Alors, je rappelle, hein, les GAFAM, ce sont les opérateurs de services Google, Facebook, Amazon et Microsoft, hein, à eux seuls pèsent 7 000 milliards de dollars, pour donner un ordre de grandeur.
Et on a 2 sanctions qui sont tombées en décembre, donc c'est toujours très intéressant, à l'encontre de Amazon et de Google. Alors je crois qu'Amazon, de mémoire, c'est une sanction à 35 millions d'euros. Et Google, c'est une sanction à 60 millions d'euros. Quelle est la cause ou la raison de ces sanctions? C'est tout simplement le non-consentement des utilisateurs au service, avec ces histoires de cookies. Je pense que vous avez repéré, maintenant quand vous vous connectez sur un site, on vous demande de valider, de donner votre consentement au travers les cookies. Eh bien, eux ne l'ont pas fait, ils ont été sanctionnés. D'autres acteurs sont sanctionnés au même titre, et ça c'est intéressant, les acteurs français. On a eu, je crois que c'était en fin d'année, on a eu Carrefour qui a été sanctionné à concurrence de 2,5 millions d'euros pour des manquements à la sécurité. Donc, la non-application du RGPD peut conduire à des sanctions qui sont élevées et des manquements là enfin en tout cas les entreprises n'ont pas respecté la réglementation et ont commis des manquements qui ont donné ces condamnations pénales. Donc on voit les très grosses entreprises, on voit les entreprises importantes en France. Il y a aussi des personnes qui sont sanctionnées et on a ce mois-ci, donc très intéressant, 2 médecins qui ont été sanctionnés à concurrence de 3 000 et 6 000 euros pour une protection insuffisante des dossiers médicaux, des informations de santé de leurs clients. Donc voilà, on voit qu'effectivement, le RGPD, c'est un outil pour la CNIL, et la CNIL l'utilise véritablement comme tel pour porter des sanctions. Alors, est-ce que la sécurité... Denis, petite question. Est-ce qu'il y a eu des sanctions déjà, des mises en cause du côté sécurité sociale? Alors, moi je suis un petit peu gêné pour en parler, mais effectivement, la CNAM, l'assurance maladie, a été rappelé à l'ordre par la CNIL, je crois que c'était en 2017, à propos de ce fichier SNIRAM dont le niveau de sécurité était insuffisant et a été jugé insuffisant par la CNIL. Donc, la question, je pense, c'était aussi, est-ce qu'il n'y a aucun directeur de CEPAM qui a dû payer 200 000 euros? C'est ça la question aussi. Alors pour le moment, à ma connaissance, sur le périmètre de la sécurité sociale, mais je peux en appeler à l'assistance de mes collègues, je ne pense pas que, à titre personnel, des dirigeants ont été sanctionnés. Alors, si on regarde les autres responsabilités, elles sont d'ordre métier. Donc, tout ce qui relève de l'accélération de la digitalisation, qui peut être pénalisé par manque de confiance, Julien, il faut cliquer, voilà, qui peuvent être pénalisés par manque de confiance des utilisateurs ou des usagers des services. Effectivement, il va y avoir, dans cette démarche d'accélération aujourd'hui de la digitalisation, avec toute la numérisation que l'on connaît, et puis accélérée par le Covid, les entreprises qui ne sont pas prêtes, les entreprises qui ont été sanctionnées, vont perdre certainement du périmètre sur le marché. Ça peut devenir critique, surtout si on est une entreprise privée. Alors, à titre d'exemple, mais qu'on reprendra aussi sur les risques du dirigeant, il y a Sopra Steria, peut-être que vous connaissez, c'est un fournisseur de services informatiques qui a subi une attaque en fin d'année. Et cette attaque, c'est un rançon logiciel qui a commencé à pénétrer le réseau de l'informatique de l'entreprise, mais qui a été arrêté juste à temps. Malgré tout, il y a des impacts économiques et il y a aussi une perte de confiance, je pense, de certains clients de son secteur. Alors Sopra Steria, ce n'est pas n'importe quelle société de prestation de services, c'est aussi une société de prestation de services qui fournit des services de protection défense. On va parler de niveau de service défense qui s'adresse à des clients particuliers. Et donc là, cette perte de confiance, cette attaque va forcément avoir des répercussions sur la confiance et donc sur l'activité économique de l'entreprise. Ce qui conduit très naturellement au risque pour le dirigeant. Du point de vue RGPD, il y a des sanctions pour le dirigeant, sanctions pénales.
jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour faute grave, s'il y a manquement. Et l'impact d'image de marque, directement un impact sur le dirigeant en conseil d'administration, puisque la confiance du conseil d'administration peut lui être retirée tout simplement. Et là, je pense que Arnaud en parlait tout à l'heure à propos de dirigeants qui devraient s'expliquer au niveau du conseil d'administration. Je pense que Sopra, qui a subi cette attaque et des pertes financières qui s'élèvent à 63 millions d'euros selon la presse, une interruption de service de 3 semaines, le dirigeant risque d'avoir des comptes à rendre en fin d'année à ce sujet. Le tout pour dire que le dirigeant a des responsabilités, comme je viens de l'exposer, et surtout, c'est lui qui va insuffler cette direction de prise en compte de la sécurité au sein de l'organisme, au sein de son entreprise. Alors, quelques petites questions. D'abord, une au sujet du chiffre d'affaires de la sécurité sociale, puisqu'on y vient, et vous l'avez présenté, qu'en cas de violation des données personnelles, une entreprise, une organisation peut se voir infliger une amende jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires. Comment on pourrait calculer pour la sécurité sociale, puisque les organismes n'ont pas de chiffre d'affaires? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Je pense que la véritable sanction de la sécurité sociale sur un manquement du point de vue RGPD ou OSE, ça serait une sanction plutôt de confiance vis-à-vis de la délégation de service. Je vois mal l'État donner une sanction économique forte et élevée à un organisme de la sphère sociale dans la mesure où effectivement il s'agit des cotisations des salariés et que ça ne ferait pas forcément une bonne presse. On le voit avec le sujet CNAM dont je vous ai parlé. Mais en fait, effectivement, si le niveau de service incluant la sécurité ne correspond pas à celui attendu, je pense qu'au niveau de la délégation de service, il y aurait des choses qui seraient revues. Parfait. Alors, je crois que Emmanuel Deboff, qui doit représenter la CNAM, est en ligne avec nous, mais en ligne par audio. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Et ben voilà, donc je vous entends, donc tout le monde vous entend. Et comme vous l'avez vu, votre collègue de la branche vieillesse a évoqué un sujet CNAM avec les 1000 précautions diplomatiques nécessaires. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire alors? Plus largement, qu'est-ce que vous pouvez dire du sujet de mise en cause et de sanctions qui pèsent sur les organismes de sécurité sociale et de la branche famille, pardon, de la branche maladie en particulier? Oui, ben, Denis a très bien résumé le sujet. Hein. Donc c'était sur le SNIRAM, qui est un entrepôt de données de santé à des fins d'études et de statistiques. Donc la CNIL a jugé que les données n'étaient pas suffisamment protégées dans cet entrepôt et donc a mis en demeure la CNAM de mettre en œuvre un plan d'action de protection des données. Et le problème qu'on a eu, c'est que cette mise en demeure a été publique. En fait, la CNAM aurait aimé que cette mise en demeure soit confidentielle, qu'il n'y ait pas de publicité autour. Malheureusement, la CNIL a souhaité rendre cette décision publique. Associé à cette mise en demeure, il y avait aussi une menace de sanctions financières. Le plan d'action était jalonné. Il y a tout un calendrier à respecter, et donc s'il y a du retard sur le moindre jalon de mise en œuvre de ce plan d'action, la CNAM doit régler 3 000 € par jour de retard. Donc il y a quand même des sanctions au-delà du problème d'image lié à la mise en demeure publique. Il y a aussi quand même des sanctions financières qui peuvent être relativement importantes. Très bien. Alors j'ai deux autres questions encore posées par nos auditeurs. Comment gérer les consentements en sécurité sociale? Alors c'est les consentements sur les données. Et comment fait la MSA avec son guichet unique? Là évidemment, dès qu'on prononce le mot MSA, on se tourne vers Cathy. Alors oui, donc on fait comme les autres, sauf que finalement on va avoir peut-être plus de finalités puisqu'on couvre un périmètre métier plus large.
Alors généralement, justement, donc les traitements de données personnelles n'ont pas forcément comme base légale le consentement de l'utilisateur, mais on est vraiment dans le fait de respecter la réglementation dans notre mission de service public. D'accord. Alors, je vois que Denis nous a quittés, mais nous avons la branche maladie en ligne, en plus, toujours avec la branche famille et puis la MSA. Une question alors sur les techniques et les outils. En quoi la cybersécurité se déploie-t-elle davantage avec des outils neufs comme intelligence artificielle et blockchain? D'une autre façon, quel est l'usage de la célèbre blockchain et de la tout aussi célèbre intelligence artificielle en matière de cybersécurité dans les organismes de protection sociale? Ah, ça laisse quoi, ça? Ah si, c'est la famille, je jette sur la blockchain. Je peux répondre sur la partie IA, parce que sur la blockchain, j'ai pas assez de matière pour répondre pour le moment. L'IA, quel est l'avantage de l'IA? C'est de pouvoir, dans de gros volumes de données, traiter, rechercher des informations, des patterns rapidement. C'est un des gros avantages. Et en matière de cybersécurité, on va travailler sur quoi? On va travailler sur des logs de la donnée qui viennent, par exemple, il y en a probablement dans vos institutions, des Security Operational Center, ou SOC ou COS, ça dépend comment on les appelle, donc qui vont traiter des événements de sécurité. Alors, ça veut dire aller chercher dans le système d'information, dans le réseau, un grand nombre d'événements, de logs, pour en faire une corrélation et en tirer des informations, des modèles. C'est un travail qui est encore faisable avec une équipe sur un périmètre relativement restreint. À partir du moment où on va travailler sur de gros volumes de données, il faudra s'appuyer sur des traitements en masse avec l'intelligence artificielle. Alors, ça peut servir également à faire de la détection de fraude. On a un projet chez nous à la branche famille qu'on démarre dans le cadre de notre nouveau système d'information. C'est peut-être le cas dans les autres organisations, je ne sais pas. Mais la fraude, on a pu voir un certain nombre d'articles dans la presse qui évaluaient la fraude, par exemple, sur la branche famille, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il semblerait que ce soit bien plus que ça encore. Donc effectivement, qu'il y a un intérêt à mettre en œuvre, c'est l'IA. C'est de l'aide au traitement, de l'aide à la décision pour les gros volumes de données. Donc ça va intéresser aussi bien les métiers que la cybersécurité. Alors, vous avez évoqué le COS. COS en langage militaire, ça veut dire commandement des opérations spéciales. Vous voyez, s'il y a des autres. Alors, du côté MSA et du côté CNAM, ces affaires de blockchain et d'intelligence artificielle dont on parle tant, qui sont un peu obscures quand même pour le commun des mortels, dont moi, j'imagine quelques auditeurs. Quelle liaison ça a avec les politiques de cybersécurité? Alors moi, vas-y. Alors, CNAM. J'y vais. Donc côté MSA, oui, sur tout ce qui est finalement, dès qu'on a une nouvelle technologie qui apparaît, alors peut-être pas celles qui sont citées là, mais je pense au big data par exemple, et qui entraînerait dans un usage métier un traitement massif du coup sur des données personnelles. En fait, il faut savoir que déjà, le fait que ce soit une nouvelle technologie, c'est un critère dans le RGPD qui fait qu'il va falloir mener une analyse de sécurité détaillée. Voilà, nous, notre approche par rapport à ça, c'est dès qu'on a un développement, on détecte des volontés de tester ou d'aller vers ces nouvelles technologies, on va vouloir faire une analyse pour pouvoir homologuer le socle. Très bien. Du côté CNAM, alors, Emmanuel? Côté CNAM, on a une réflexion actuellement autour de la blockchain sur des sujets de traçabilité et de preuve. On a souvent des demandes de vérification de mésusage de certains de nos outils, des agents de l'assurance maladie qui peuvent être amenés
à consulter des données personnelles ou des données de santé d'assurés hors du cadre d'un dossier finalement, juste pour leurs besoins personnels. Et donc, on a besoin de temps en temps d'aller voir dans les traces si des mésusages comme cela ont été constatés. Alors souvent, c'est sur réquisition judiciaire. Et donc, la blockchain permettrait de gérer des fichiers de traces qui seraient non répudiables et donc garder la preuve que tel agent a consulté tel dossier de tel assuré et s'assurer que c'était bien dans le cadre d'une action dans le cadre de son travail et pas il allait consulter le dossier de son voisin ou de son cousin pour des raisons personnelles. Voilà, la blockchain pourrait servir à ça. Très bien. Une petite dernière question avant la conclusion des perspectives. Existe-t-il un système d'information commun à tous les organismes? Et j'ajouterais, parce que je connais la réponse, serait-ce souhaitable? Alors je vois que Arnaud a souri, donc on va commencer par Arnaud. Oui, alors il n'y a pas à proprement dit encore de système d'information commun, mais on travaille sur la mise en commun d'informations au niveau de l'interbranche sur plusieurs plans, hein, sur des plans métiers, puisqu'on a parlé, je crois que c'est Denis qui a parlé de cloud. Il y a des questions, puisque nous sommes en France et nous traitons les données des Français. On fait appel forcément à des clouds américains pour certains sujets. Alors, sans phare, par exemple, la réforme de l'allocation logement chez nous, c'est dans un cloud, mais les données sont dans des data centers en Europe, en Allemagne notamment, pas aux États-Unis, parce que ça n'aurait pas été conforme au RGPD. Donc, ce qu'on essaie de faire sur certains sujets qui sont communs, c'est de travailler sur un cloud qu'on pourrait appeler branche sociale pour la mise en commun d'un certain nombre de sujets métiers. Donc, si je ne dis pas de bêtises, j'ai même une réunion demain sur le sujet, donc vous voyez que c'est au programme des agendas. Essentiellement, bon, on a entendu parler dans la presse aussi de Gaia X, qui est une initiative de cloud souverain, parce que voilà, il faut poser le terme de cloud souverain. Alors, on n'est pas encore au niveau de ce que pourront offrir les Américains, parce que si au niveau infrastructure on sait faire, les Américains ont une énorme avance sur la partie service, ce qu'on appelle, vous avez déjà vu peut-être, le software as a service, le SaaS. Donc voilà, sur ces aspects-là, ils ont une offre de service qui est très considérable et sur lequel je pense qu'il faudra un certain nombre de temps, voire d'années, pour essayer d'arriver au niveau. Donc oui, il y a des initiatives, oui, on travaille dessus, les réunions sont positionnées, les sujets avancent, donc je pense qu'il y aura des annonces peut-être en cours d'année ou des années prochaines, mais oui, c'est un sujet qui est important puisqu'on a de plus en plus d'échanges interbranches, on a des échanges d'ailleurs avec des partenaires, aussi bien dans l'action sociale ou autre. Donc, l'idée, c'est d'éviter de reproduire les mêmes traitements avec les partenaires et prestataires dans chacune de nos branches. Parce que ne pas oublier que le but de l'informatique, c'est de simplifier la vie et simplifier les traitements. Voilà. Très bien. Je veux pas mal de questions à ce moment-là. Une porte sur les usages collaboratifs, quid des outils collaboratifs O365, Office 365, en lien avec la RGPD. Pour ça, je pense que c'est pour Cathy, parce qu'elle n'a pas arrêté de parler de RGPD. Quelqu'un d'autre, parce que j'ai une question qui était anonyme, et maintenant Romain nous demande si l'usage d'Office 365 est bien sécurisé vis-à-vis du RGPD. Voilà. Alors, je peux parler pour la MSA après. Donc, côté MSA, effectivement, il a été fait le choix de partir sur les outils collaboratifs Office 365. Donc, côté sécurité, on a mené toute une analyse sécurité, donc une homologation
de la solution, puisqu'il y a plusieurs risques et enjeux. Effectivement, tout ce qui est lié au RGPD, puisque des données personnelles transitent. Et également, il y a tous les risques liés au fait que comme on s'interconnecte de plus en plus et on ouvre notre système d'information, il y a le fait que on ouvre davantage notre SI aux attaques et au ransomware. Donc, il faut être vigilant que, par exemple, en passant notre messagerie, nous on était sur une messagerie qu'on hébergeait et qu'on opérait, donc avec un niveau de sécurité qu'on maîtrisait. Le fait de passer sur la messagerie Office 365, finalement, ce n'est pas notre niveau de sécurité et que, par exemple, donc on l'a accompagné d'une solution de sécurité complémentaire à celles qui sont en place, puisque de base, Office 365 fournit un faible niveau de sécurité. Donc, on a mis une brique sécurité complémentaire, par exemple, sur ce périmètre-là. Voilà, bon, c'est juste un exemple. Merci beaucoup. On pourrait poser plein de questions sur Teams, Zoom, etc. Mais bon, je les ai à l'esprit, elles ne sont pas posées par les auditeurs. Je vous propose, puisqu'il faut qu'on tienne les délais, que nous passions à la séquence conclusion et perspective par Emmanuel. Alors, Emmanuel est en audio. Moi, je peux lui passer son transparent. Voilà. Merci. Alors, pour conclure, oui, on peut déjà dire que la crise sanitaire actuelle a un impact fort sur la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, on a une forte augmentation des menaces par opportunité qui est liée au Covid. D'autre part, les risques liés au télétravail généralisé sont assez importants. Donc, par rapport à des agents qui travaillent sur site, le fait de travailler à domicile augmente ces risques et donc les menaces qui pèsent sur les télétravailleurs sont très importantes. Alors, ce qui est important, c'est pour les entreprises, c'est de répondre aux besoins des utilisateurs en mettant les bons outils de travail à leur disposition. On parlait d'outils collaboratifs. On sait que en situation de télétravail, si les agents n'ont pas les moyens, n'ont pas les outils nécessaires pour travailler, ils arriveront toujours à trouver sur Internet un outil gratuit qui répond à leurs besoins et qui n'est pas forcément sécurisé. Donc ça, c'est un vrai risque. Du coup, il est très important aussi de sensibiliser les utilisateurs à tous ces risques et à toutes ces menaces. Et puis, dans un contexte télétravail, il est aussi très important de faire toutes les mises à jour de sécurité à distance pour que les postes des utilisateurs soient toujours à jour. Et dans le contexte crise sanitaire, je voulais juste dire un mot sur le plan de relance du gouvernement qui a lancé récemment un appel à projets dans la sphère publique. Et donc, dans ce cadre, on s'est regroupé au niveau des différentes branches et des différents régimes pour déposer un projet de centre de réponse à incidents mutualisé et donc demander un financement dans le cadre de ce projet. On a parlé donc de politique de sécurité, de réglementation. Donc, juste une chose, avoir des documents de politique et de réglementation, c'est bien, mais finalement, ce qui compte, ce sont les mesures de sécurité qui sont vraiment réellement mises en œuvre sur le terrain. Donc, l'important, c'est la conformité à cette PSSI. Et malgré tout ça, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le risque de crise de cybersécurité existe toujours. On en a parlé là tout au long de ce webinaire. Différents exemples d'attaques récentes. Donc on voit bien tous les jours que les attaques se multiplient. Hein. Il y en a des dizaines tous les jours qui sont relatées par la presse. Et donc finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises subiront un jour une attaque et donc une crise. Alors plus ou moins importante. Il n'y a pas de sécurité totale, il n'y a pas de risque zéro. C'est vraiment une question de moyens. Des attaquants, des groupes mafieux ou étatiques avec des moyens énormes finiront toujours par rentrer dans une entreprise qu'ils auraient ciblée. Donc l'important pour nous, c'est vraiment de retarder l'échéance en mettant un certain nombre de barrières. Et plus il y aura de barrières et plus les attaquants seront freinés et auront tendance à aller voir ailleurs. Et puis, il faut également se préparer à gérer une crise.
Donc avoir les procédures, l'organisation de gestion de crise et s'y préparer en faisant aussi des exercices de gestion de crise. Enfin, je voulais revenir sur les enjeux d'image des organismes et de confiance dans les services numériques. Donc il y a un processus d'homologation RGS qui sert à donner confiance dans l'économie numérique. On voit qu'une fuite de données mettrait à terre tous les efforts consentis pour gagner la confiance des utilisateurs dans les services qu'on met à leur disposition. Et donc, en conclusion, la responsabilité du dirigeant, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour limiter le risque. On a parlé tout à l'heure, je pense que c'était Arnaud, de la position du curseur. Finalement, ce qui est important, c'est de décider où est-ce qu'on met le curseur entre la sécurité et, je vais dire, la productivité. Plus on va mettre le niveau de sécurité, plus il sera élevé, et plus on va mettre finalement des bâtons dans les roues des utilisateurs et au quotidien, ça va vraiment être très difficile de travailler. Donc, il y a un moment, il faut vraiment mettre le curseur au bon endroit pour trouver le bon équilibre. Et pour finir, je dirais que la sécurité est vraiment l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire des équipes de sécurité. On a trop tendance à se reposer sur les équipes de sécurité, mais en fait, tout le monde est concerné à son niveau. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à garder un système d'information bien protégé. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Il est à peu près exactement 15h30. Peut-être Malika voudra-t-elle dire un petit mot conclusif? Elle a eu l'occasion de faire l'ouverture et ceci a été un peu réalisé sous le chapeau UCANS. Donc, je ne sais pas si Malika veut dire un petit mot. Oui, donc merci Julien de me redonner la parole. Bon, moi je vais juste dire en guise de conclusion que j'espère que tout cet apport sur la cybersécurité à la sécurité sociale, puisqu'il a été assez orienté sécurité sociale, répond aux questions que tout le monde se posait et que, comme le disait Emmanuel en guise de conclusion, que la prise de conscience sera encore plus forte et que tout le monde se sentira concerné, parce que je suis extrêmement convaincue de cette façon de voir la sécurité au sein de nos organisations. Parfait, merci beaucoup. J'ai vu que Arnaud nous avait mis dans la ligne de discussion une progression de 30 000% des attaques informatiques depuis janvier 2020. Vous voyez qu'on est quand même toujours dans l'actualité. Je vais quand même une toute dernière question. Prenons-la, je n'ai même pas eu le temps de la lire, donc je la lis avec vous. Quelles solutions proposer aux utilisateurs qui leur permettent de préserver les données personnelles de nos bénéficiaires tout en conservant la possibilité d'échanger avec des partenaires extérieurs? Idem pour l'enregistrement des fichiers de données sous Teams. Alors, quelles solutions pour préserver les données personnelles tout en pouvant toujours continuer à communiquer de façon agréable, large, etc., etc. Qui se jette sur la dernière question? Alors, il me semble qu'il y a des initiatives qui sont en cours, puisqu'on parle là essentiellement de plateformes d'échange de données, soit avec les bénéficiaires ou allocataires des prestations. Donc ça, c'est une chose. Et il y a un autre aspect, c'est l'échange de données interbranches, interpartenaires, qui est aussi à traiter. Donc là, je vais répondre de manière générale. Ça dépend des initiatives qui sont faites dans les différentes branches. Nous sommes, nous, en train d'améliorer ce qu'on avait. C'est pas encore parfait, mais j'espère qu'on arrivera à quelque chose d'assez séduisant, tant pour les utilisateurs, tant pour nos agents que pour nos allocataires. Parfait. Écoutez, on est exactement dans les temps, c'est très bien. Tout à l'heure, vous l'avez vu, après l'introduction, Arnaud disait qu'il n'y avait qu'un seul mot qui comptait, c'était sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation. Moi, ce que je retiens de la suite du séminaire, c'est qu'il y a un autre mot qui compte, et c'est préparation, préparation, préparation. Voilà. J'ai bon au moins? Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie tous les intervenants et toutes les personnes qui ont pu suivre cela, et j'espère que vous avez pu poser toutes les questions que vous vouliez et surtout avoir les réponses que vous souhaitiez. Merci, merci à vous. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous. Au revoir.